Robert, ne partez pas tout de suite. Le son ne passe pas, s'il vous plaît. Ah, le son ne passe pas. Là, ça ira. Voilà. Donc, je voudrais d'abord remercier Robert, qui pour ses ennemis semble sans doute petit, et pour ses amis sans doute grand. C'est comme le petit Robert et le grand Robert, on comprend les deux. Donc, je voudrais le remercier pour son ouverture d'esprit. Parce que quand on a affaire à des sujets sur le civisme, des fois on se demande s'il faut s'écarter un peu, s'il faut voir ça d'un autre œil, d'un autre regard. Je crois qu'il a un point de vue sphérique sur la chose. Donc il a tout de suite accepté qu'on fasse une conférence sur Albert Camus. Le titre exact, parce que je suis toujours précis sur ce genre de choses, c'est Albert Camus ou la résistance des grands hommes, et pas Albert Camus, les grands hommes, c'est un peu différent. C'est un peu comme si c'était toujours Rousseau, Julie la nouvelle Héloïse, c'est pas Julie la nouvelle Héloïse, c'est un peu différent, donc ça va un peu axer la conférence. Je vais prendre 3 grands axes pour montrer l'approche camusienne des grands hommes. Voilà, bien sûr. Et on va parler de la lumière et à l'Algérie. On va parler aussi de l'Allemagne, position de la France, on va en parler des problèmes en général, qui sont très nouvelles de littérature. Donc avant de commencer la conférence proprement dite, j'ai demandé à 3 de mes amis de vous lire 3 petits extraits d'Albert Camus. Donc on va commencer avec Yann Martinez qui va vous lire un extrait des lettres à un ami allemand, donc qui ont été écrites 43-44. Vous verrez certaines sont... enfin, je pense que vous les connaissez toutes, mais je rappelle simplement à certains que quand vous les lisez, vous avez du mal à vous dire que Camus ait osé écrire ça en 43, vu l'état de la France en 43. Alors que si on vous disait par exemple qu'elles avaient été écrites en 45 ou 46, vous trouvez que c'est normal. Donc c'est bien de les recontextualiser et de se rendre compte que l'artiste, le penseur, l'intellectuel engagé peut être un peu en avance, a priori pour la société. En réalité, il n'est pas en avance, il voit déjà l'avenir. Donc c'est comme ça qu'il faudra entendre ces paroles que va vous dire mon ami. Je vais vous dire tout de suite quelle sorte de grandeur me met en marche. Mais c'est vous dire quel est le courage que nous applaudissons et qui n'est pas le vôtre. Car c'est peu de choses que de savoir courir au feu comme on se prépare depuis toujours, et quand la course vous est plus naturelle que la pensée. C'est beaucoup, au contraire, que d'avancer vers la torture et vers la mort, quand on sait de science certaine que la haine et la violence sont choses faites par elles-mêmes. C'est beaucoup que de se battre en méprisant la guerre, d'accepter de tout perdre en gardant le goût du bonheur, de courir à la destruction avec l'idée d'une civilisation supérieure. C'est en cela que nous faisons plus que vous, parce que nous avons à prendre sur nous-mêmes. Vous n'avez rien eu à vaincre dans votre cœur, ni dans votre intelligence. Nous avions 2 ennemis, et triompher par les armes ne nous suffisait pas. Comme à vous, vous n'aviez rien à dominer. Donc là, c'était un extrait de lettre à un ami du moment. On va avoir un autre extrait, donc lu par Anne-Marie Brun et aussi par Martinez, qui concerne l'exil et le royaume. Donc c'est un texte de 37. Ça vous donne un peu le cadre de Camus au sein même de l'Algérie, comment il voit les choses. On prend un extrait des nouvelles, on vous lit juste la fin, comme dirait mon ami Guénien, juste pour vous donner assez, un tout petit peu un soupçon de mauvaise conscience de ne pas vous rappeler du début de la nouvelle, puisque ça vous éclairerait sur la fin. Voilà, donc avec amour, comme on dit.
Daru inspecta les deux directions. Il n'y avait que le ciel à l'horizon, pas un homme de second niveau. Il se tourna vers Arabe et le regardait sans comprendre. Daru lui tendit un paquet. Daru lui tendit un paquet. Prends, Dit-il. ce sont des dates, du pain, du sucre. Tu peux tenir 2 jours. Voilà 1000 francs aussi. L'arabe prit le paquet et l'argent, mais il gardait ses mains pleines à hauteur de la poitrine, comme s'il ne savait que faire de ce qu'on lui donnait. Regarde maintenant. Dit l'instituteur, et il lui montrait la direction de l'Est. Voilà la route de Tingit. Tu as 2 heures de marche. À Tingit, il y a l'administration et la police. Ils t'attendent. L'arabe regardait vers l'Est, retenant toujours contre lui le paquet et l'argent. Daru lui prit le bras et lui fit faire, sans douceur, un quart de tour vers le sud. Au pied de la hauteur où il se trouvait, on devinait un chemin à peine dessiné. Ça, c'est la piste qui traverse le plateau. À 1 jour de marche d'ici, tu trouveras les pâturages et les premiers nomades. Ils t'accueilleront et t'abriteront selon leur loi. L'arabe s'était retourné maintenant vers Daru, et une sorte de panique se levait sur son visage. Écoute, Dit-il. Daru secoua la tête. non, tais-toi. Maintenant, je m'en vais. Il lui tourna le dos, fit 2 grands pas dans la direction de l'école, regarda d'un air indécis l'arabe immobile et repartit. Pendant quelques minutes, il n'entendit plus que son propre pas, sonore sur la terre froide, et il ne détourna pas la tête. Au bout d'un moment, pourtant, il se retourna. L'arabe était toujours là, au bord de la colline, les bras pendants maintenant, et il regardait l'instituteur. Daru sentit sa gorge se nouer, mais il choura d'impatience, fit un grand signe et repartit. Il était déjà loin quand il s'arrêta de nouveau et regarda. Il n'y avait plus personne sur la colline. Daru hésita, le soleil était maintenant assez haut dans le ciel et commençait de lui dévorer le front. L'instituteur revint sur ses pas, d'abord un peu incertain, puis avec décision. Quand il parvint à la petite colline, il ruisselait de sueur. Il la gravit à toute allure et s'arrêta, essoufflé sur le sommet. Les champs de roche, au sud, se dessinaient nettement sur le ciel bleu. Et sur la plaine, à l'est, une buée de chaleur montait déjà. Dans cette brume légère, Daru, le cœur serré, découvrit l'arabe qui cheminait lentement sur la route de la prison. Un peu plus tard, planté devant la fenêtre de la salle de classe, l'instituteur regardait sans la voir la jeune lumière bondir des hauteurs du ciel sur toute la surface du plateau. Derrière lui, sur le tableau noir, entre les méandres des fleuves foncés, s'étalait, tracée à la craie par une main maladive, l'inscription qui venait de lui. Tu as livré notre frère, tu paieras. Daru regardait le ciel, le plateau et au-delà les terres invisibles qui s'étendaient jusqu'à la mer. Dans ce vaste pays qu'il avait tant aimé, il était seul. Après donc de ce texte qui nous touche à plusieurs aspects, j'en parlerai ultérieurement, comme vous l'avez dit. Écoutons à présent donc un petit extrait aussi, le dernier. C'est une conférence à Uppsala. C'est très intéressant parce que c'est juste après la remise du prix Nobel. Alors vous savez, au niveau du prix Nobel, quand on fait un discours en tant que récipiendaire du prix Nobel, on est souvent très formel. Mais je pense que c'était sans compter sur Albert Camus. Donc à la première conférence qu'il a fait juste après le prix Nobel, eh bien, il s'est exprimé de la façon qui va suivre. Il s'agit de savoir que sans la liberté, nous ne réalisons rien, et que nous perdons à la fois la justice future et la beauté ancienne. La liberté seule retire les hommes de l'isolement. La servitude ne plane que sur une foule de solitudes.
et l'art réuni là où la tyrannie sépare. Point étonnant dès lors, à ce que ce soit l'ennemi désigné par toutes les oppressions. Point étonnant à ce que les artistes et les intellectuels aient été les premières victimes des tyrannies modernes, qu'elles soient de droite ou de gauche. Les tyrans savent qu'il y a dans l'œuvre d'art une force d'émancipation qui n'est mystérieuse que pour ceux qui n'en ont pas le culte. Chaque grande œuvre rend plus admirable et plus riche la face humaine, voilà tout son secret. Et ce n'est pas assez de milliers de camps et de barreaux de cellules pour obscurcir ce bouleversement témoignage de dignité. C'est pourquoi il n'est pas vrai que l'on puisse suspendre la culture pour en préparer une nouvelle. On ne suspend pas l'incessant témoignage de l'homme sur sa misère et sa grandeur. On ne suspend pas une respiration. Il n'y a pas de culture sans héritage, et nous ne pouvons ni ne devons rien refuser du nôtre, celui de l'Occident. Quelles que soient les œuvres de l'avenir, elles seront toutes chargées du même secret, fait de courage et de liberté, nourries par l'audace de milliers d'artistes de tous les siècles et de toutes les nations. Oui, quand la tyrannie moderne nous montre que même quand on est dans son métier, l'artiste est l'ennemi public, elle a raison. Mais elle rend ainsi hommage, à travers lui, à une figure de l'homme que rien jusqu'ici n'a pu écraser. Vraiment merci donc aussi Martine Martinelli. Donc ça vous donne un peu trois petites touches d'un tableau qu'on appelle Albert Camus. On a souvent donc, tendance à restreindre à deux dates, 1913 et 1960. Pour ceux qui connaissent un peu mon style, ils comprendront un peu mon introduction en disant que Camus, il a eu sans doute beaucoup de tort au niveau de la société, mais il a deux points positifs par rapport à la société. Vous savez que je suis très peu social, j'en parle comme ça. Eh bien, il a eu deux points positifs, c'est qu'il a eu le prix Nobel et il est mort assez vite, vous voyez. Ce qui fait que les gens qui étaient contre lui il préférait être pour un prix Nobel. C'est ça que j'essaie de vous dire, c'est que Camus, il n'a pas eu le temps de voir la fin de la guerre d'Algérie. Il avait des positions, je vais en parler, par rapport au problème des droits de l'homme. Et en fin de compte, maintenant, de façon consensuelle, toute la société, elle trouve que Albert Camus est positif. Donc c'est assez drôle, parce que quand vous lisez les textes d'Albert Camus, la chute, la peste, le côté positif de la société, il y a plein de minutes. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il faut toujours à la minorité. Les droits de l'homme, c'est toujours le même problème. On est souvent à la minorité. La majorité, quand on s'occupe de la minorité, c'est en général pour créer une tyrannie, un massacre, un génocide. C'est souvent en fait les gens qui sont rares, peu nombreux, qui travaillent pour l'humanité et pas simplement pour la société. Donc Albert Camus faisait partie de ces personnes. Et je pense pas que Robert puisse le refuser. En lisant ce texte, c'est quand même des leçons de civisme dans des périodes où le civisme n'est pas simplement un objet à la mode. Parce que vous savez, être résistant, parce que vous entendez tout le temps des critiques sur la France, c'est pas bien, c'est facile. Oui. En général, vous savez, quand on entend des critiques, c'est quand la démocratie va bien. Parce que sinon, on les entend en exil. Il y a quand Victor Hugo était avec la France, il était à l'extérieur de la France, il n'était pas dans la France. Donc, vous savez, les gens qui disent toujours la France, c'est une suite de succession de critiques. Je pense que c'est simplement des gens qui vont rarement à l'étranger pour se rendre compte de ce qui se passe au niveau des droits de l'homme. Alors nous, en France,
On nous accuse souvent d'être arrogants, plutôt prudents au niveau des droits de l'homme. Moi, je trouve que c'est bien. C'est bien parce que, vous savez, dans le domaine des droits de l'homme, si vous n'êtes pas arrogant, personne ne tient compte de vous. Moi, j'ai jamais vu dans les commissions européennes, Bruxelles, Suisse, Palais des Nations Unies, on voit 2 ou 3 personnes qui sont capables de parler pour 10, toutes seules. Cela, on dit, les autres, elles peuvent passer à changer. Donc, Camus, j'ai voulu utiliser en fait comme modèle de résistance des droits de l'homme à des moments où c'était crucial de se définir, d'avoir une position sur les droits de l'homme. C'est très facile, dans un cadre libre, de parler des droits de l'homme. Je vais parler aussi de l'Amnesty internationale. C'est une des critiques à la rencontre d'Amnesty, et aussi du point positif d'Amnesty. Amnesty s'occupe de la masse, 1 million de membres, et on est toujours après. Vous voyez, Amnesty, au niveau des droits de l'homme, s'intéresse aux droits de l'homme quand ils ont été bafoués. Si Amnesty voit qu'ils vont être bafoués, elle ne peut rien faire. C'est parce que c'est une structure qui a un statut légal. Donc, elle va faire une action en justice après, pour faire un mouvement, une fois que l'événement a eu lieu. Donc, d'autres associations ne font pas ce principe. L'avantage pour Amnesty, c'est qu'elle est toujours légale. L'inconvénient pour moi, c'est que des fois, c'est trop tard. Donc, tout à l'heure, avec nos amis, on parlait des piétons. Si vous êtes en Suisse et vous traversez la rue, c'est pas grave si vous ne regardez pas les voitures. Si vous êtes en France, c'est déjà une problématique. Si vous êtes en Grèce, ça devient une aporie. Nous au Sud, c'est de la métaphysique. Donc, le problème, c'est comment se définir, qu'est-ce que veut dire la résistance des droits de l'homme. Vous voyez, normalement, on devrait avoir au minimum un pléonasme avec les droits de l'homme. En réalité, on a un maximum avec la résistance des droits et on a un amalgame avec la résistance des droits de l'homme. C'est un peu comme le problème de la liberté, égalité, fraternité. Beaucoup de Français se demandent comment ces 3 objets peuvent être mis ensemble. En fait, si on fait une analyse, on peut se rendre compte que la liberté, c'est le premier. Ensuite, il y a une distribution de la liberté. On voit qu'elle n'est pas juste. Donc, intervient l'égalité. Et on voit que l'égalité ne peut pas être imposée. Donc, on passe à la fraternité. C'est des processus d'autorégulation. C'est une machine qui essaye de concevoir quelque chose qui est juste pour les hommes. Ça va être la grande thématique de Camus, la notion de justice. Comment on peut aller à la justice? Je ne veux pas aller dans le sens de ça. C'est-à-dire que je ne pense pas que ce soit nécessaire d'avoir les mains sales pour avoir des actions propres. Même si aujourd'hui j'ai appris que le musée de la justice ici. Mon point de vue, c'est comment travailler sans arrêt pour la justice en étant en permanence dans l'injustice. C'est ça le problème du Camus, par exemple. Moi, je veux par exemple travailler pour les droits des Noirs en Afrique du Sud. On va me dire, mais non, toi tu es blanc. Je ne peux pas comprendre. Bon. C'est un point de vue. Je suis blanc. Comment faire pour participer, par exemple, à une cause? Comment défendre les Arméniens si on n'est pas arménien? Comment défendre les Ukrainiens si on n'est pas ukrainien? Comment défendre les causes si on n'appartient pas à cette catégorie? Donc, j'ai pris l'exemple d'Albert Camus. Pourquoi? Parce qu'Albert Camus, il est né à Alger. Donc Alger, ce n'est pas l'Europe, au sens littéral du terme. On saurait. Bien. N'empêche que maintenant, on parle du dialogue de la Méditerranée
et de l'Europe. C'est intéressant quand même. Non? Ce retour. Parce que si vous réfléchissez bien et vous regardez le contexte de Camus, quand Camus parlait de dialogue entre l'Algérie et la France, eh bien il avait le problème qu'on a actuellement à Chypre, ou qu'on a eu en France à l'époque de Vichy. Je m'explique. Quand on a une société normale et quelqu'un commet un acte de trahison, on dit c'est un traître. Ça c'est ça. Quand c'est la majorité de la population qui fait l'acte de trahison, celui qui dit ce sont des traîtres, c'est le coupable. Parce qu'il est devenu une minorité d'un seul coup. Donc, la société redéfinit ses valeurs à ce moment-là, puisqu'elle détient la majorité. C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure de Gaulle, faire l'appel du 18 juin tout seul dans une France, par exemple, dans l'ensemble résistant, c'était quasiment sans intérêt. Ça aurait été sans intérêt. Or, faire l'appel du 18 juin de Londres, quand l'ensemble de la France, elle est plutôt d'une autre tendance, c'était osé. C'était osé, pas seulement pour la carrière militaire, je parle. C'était osé au sens éthique du terme. Pourquoi? Parce que d'un seul coup, De Gaulle pouvait être qualifié de traître par rapport à la nation française. Remettons les pendules à l'heure. À un moment, sous l'occupation française, il y avait plus de personnes qui mangeaient des pastilles à Vichy que d'autres. Donc, la moyenne des Français provient de cette tranche. Bon. Oui, j'ai promis de ne pas provoquer des mauvaises consciences, mais ce que j'essaie de dire, c'est que quand une société dit maintenant, par exemple, on dit que le gouvernement de Vichy, c'était mal. Il faut vraiment se rendre compte que ça veut dire que pour la plupart d'entre nous, on est en train de parler de nos grands-parents, de nos parents, de nos arrière-grands-parents, en disant que c'était mal. Or, nous, on aurait été vivants à cette époque, on aurait dit ça, bien, on aurait eu des voyages gratuits en train. Une façon de régler le problème de la SNCF. Donc, ce que j'essaie de vous dire, j'essaie de le dire avec humour, parce que, pour vous donner un exemple, parce qu'à un moment j'ai rencontré Robert, il me dit ah, maintenant tout va bien à Chypre. Je vais vous donner un exemple, et ça vous ne sentirez pas que je suis en tant que français, et bien tiens, il y en a aussi pour les Chypres. Alors, à l'heure actuelle, à Chypre, on a un gouvernement commun. Donc, après la disparition de tous les pays de l'Est, qui sont devenus des pays de l'Europe, Union, on a un phénomène nouveau, comme le Beaujolais nouveau, qui n'a rien à voir avec les anciens. Mais on se demande finalement si les anciens valent autant s'il y a le nouveau aussi dans les anciens. Et donc c'est pareil en fait. On a un gouvernement, tenez-vous bien, qui est contre l'euro, contre l'entrée dans l'Union européenne, contre Schengen, contre le changement de monnaie, contre le traité de Lisbonne. Donc ne vous inquiétez pas, Chypre a voté tout pour. Alors avant, il était dans l'opposition. Donc il disait que quand ils sont au gouvernement, c'est contre. Quand il était dans l'opposition, personne ne s'en mêlait. Ce qui est très drôle, c'est que maintenant qu'il est au gouvernement, il continue à dire la même chose. Pourquoi? Parce qu'il sait que la majorité est de l'autre côté. Donc c'est quand même vraiment, vous remarquez bien ce qui va se passer. Chypre va rentrer dans le traité de Lisbonne. Le gouvernement officiel de Chypre est contre. Le gouvernement officiel va la valider, ce qui lui permettra de dire à ses amis chypriotes, comme ça, tu vois, comme tout va bien, de dire que ce n'est pas de notre faute. Ce n'est pas nous, en tant que parti, pas le gouvernement, on est contre. Mais en tant que gouvernement, on est pour, parce qu'il faut la pluralité des. Donc, la question en fait que je pose mes amis chypriotes, au moins ceux qui appartiennent à cette catégorie-là, de résistants, c'est qu'ils se demandent bien dans quel pays ils font partie maintenant.
puisque, tenez-vous bien, on a eu 3 recours à l'encontre au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, par assassinat, et là, d'un seul coup, on a un revirement, le gouvernement dit qu'il va poursuivre et donc renforcer les recours à l'encontre de la Turquie. Alors qu'avant, juste avant ces recours, il était contre. Et voulait même imposer une loi comme quoi c'était interdit de faire des recours. Ce qui est impossible, puisque si vous interdisez les recours se retournent contre la nation qui les interdit. C'est le principe du Conseil de l'Europe. Qu'est-ce que je veux dire par là? Comment vous définissez-vous en tant que citoyen dans une république qui n'est plus une république, c'est-à-dire qui n'est plus une chose commune, ou pire encore, qui est devenue une chose commune à des gens qui n'ont plus rien de commun avec vous? Les peuples, en fait, qui connaissent la diaspora, savent très bien ce problème. En général, ils ont à subir un gouvernement qui va à l'encontre de leurs propres droits, parce qu'il est coincé géographiquement, géostratégiquement, dans une position qui ne lui permet pas de s'exprimer. Donc, l'exemple que je disais tout à l'heure des Arméniens est tout à fait caractéristique. L'exemple ukrainien est différent, parce qu'on a une différence de positionnement. Là, le problème, la problématique de Camus, c'est quel est son positionnement en tant qu'intellectuel engagé dans une France qui a l'Algérie, n'oubliez pas l'Algérie française. Pour ceux qui ne s'en rappellent plus, je vous reprécise, s'il le fallait, que l'Algérie était plus française que la Corse, au niveau institutionnel, juridique, légal. Donc, ce n'était pas du tout la même chose pour la Tunisie et le Maroc. Ça fait des énormes différences, et ça explique beaucoup de comportements à ce niveau-là. Quel est le positionnement? Eh bien, je pense que Camus, en 2008, s'il vivait, il serait quand même très surpris d'entendre des gens du gouvernement français et du gouvernement algérien parler de dialogue Méditerranée-Europe, vu ce qu'il a eu à entendre durant des années. Donc, c'est très important, c'est pour ça que c'est important d'associer toujours la notion de résistance aux droits de l'homme, c'est que les droits de l'homme n'existent pas. C'est un peu dur de le dire comme ça. Les droits de l'homme se volent. C'est ce que nous a appris Prométhée. Personne ne vous donnera jamais les droits de l'homme. Donc, il faut d'abord que certains d'entre vous les volent et que d'autres les revendiquent. Sans cette revendication, sans ce vol, les droits de l'homme ne sont qu'une utopie. Qui, par contre-coup, provoque quoi? Eh bien, il faut être résistant. Sans mouvement de résistance, les droits de l'homme n'ont pas de sens. Alors vous allez dire, quel est le sens d'une résistance dans une société de non-sens? C'est justement le principe de l'absurde chez Camus. La découverte de l'absurde, normalement, devrait conduire à la dépression. On va se dire, tout est absurde, ça ne sert à rien, c'est pas la peine de se battre. Or, l'approche camusienne, c'est de dire justement que la découverte de l'absurde, c'est le seul moyen, le seul accès possible à la notion de liberté. Ça veut dire qu'en fait, on a le droit de redéfinir les choses. Pas de n'importe quelle manière. C'est pour ça que Camus, dans ses textes, vous allez le voir, ce serait bien, c'est que tu fasses défiler aussi les romans, que vous voyez certaines images de Camus, qui vous sont sans doute familières, d'autres un peu moins. Mais son positionnement, c'est toujours de dire à partir de quoi je vais définir mon éthique. À partir de quoi je vais définir que j'ai raison de résister. C'est-à-dire que quand Camus va être dans le journal Combat et qu'il va mener son fameux combat, eh bien, comme on dit en France, ils étaient trois appelés incondus dans ce journal Combat.
Alors maintenant, c'est devenu en fait un journal mythique. Bon. La question que vous pourrez se poser, c'est si Combat continuait à diffuser à l'heure actuelle, combien de personnes achèteraient le Combat? Parce que vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas de droits de l'homme dans l'humanité qui ne sont pas bafoués. Donc en fait, l'analogue du Combat, appelons comme on veut, devrait être évité encore. Bien, je pense qu'il y aurait très peu de personnes, et là encore, vous pouvez me dire, mais c'est quand même une approche négative de savoir qu'il y avait très peu de personnes. Non, parce que le peu de personnes suffit. Il n'y a pas besoin de plus. Très peu de personnes suffisent pour travailler pour beaucoup de personnes. Et ce n'est pas grave, ce n'est pas une malédiction, c'est plutôt une justification. Parce que comme je l'ai dit précédemment, dès que beaucoup de personnes travaillent pour peu de personnes, c'est en général pour les éliminer. Donc, Camus, il aurait fait partie de ces résistants. Alors je pense que Camus est arrivé plus vite à la notion de justice. Pourquoi? Parce que comme il a écrit dans son livre posthume, Le Premier Homme, c'est qu'il était le père de personne. Vous savez, dans la société, on est toujours le père de quelqu'un, et parfois certains d'entre nous finissent par devenir le fils de quelqu'un. Les filles aussi. Et on redéfinit. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, la célébrité sert de point de référence. D'accord? Si vous avez par exemple votre fils qui est champion du monde d'athlétisme, vous allez être le fils de machin. Machin ne sera plus, enfin, vous serez le père de machin, il ne sera plus le fils de quelqu'un. Camus, il est né pauvre. Pauvre au sens littéral du terme. Donc en fait, il était le fils de personne. Et c'est pour ça qu'il s'est redéfini comme le premier homme. C'est-à-dire que c'est le premier, il est obligé de faire quelque chose pour se redéfinir. Parce que sinon, il n'a pas de sens. Alors, pour se redéfinir en tant que premier homme, il faut avoir une réflexion sur ce que c'est les droits de l'homme. Quand on n'a rien. Quand on n'a rien, est-ce qu'on a encore quelque chose à perdre? Et le problème, c'est que oui, parce que même quand on n'a rien, il y a la dignité humaine. Celle qui nous définit quand on n'a rien, mais pas quand on est rien. Donc, il s'est défini à partir de là. Qu'est-ce que ça veut dire d'agir pour le bien de l'humanité? Donc, vous voyez, l'approche est radicalement différente et il va être obligé d'utiliser des éléments, des actions, comme on dit en mathématiques, qui soient stables, de manière à ce ne soit pas influençable par les différents gouvernements, comme il a dit, de droite, de gauche. Il y a une très belle phrase à un moment, je ne sais pas si tu te rappelles, Martine, sinon tu me la rediras là, où il fait une allusion entre droite et gauche, pas dans ce que tu as lu, où il dit que, en gros, l'idée du schéma mental, c'est la droite ignore, la gauche utilise. Je te rappelle que cette phrase, tu la trouveras, c'est tout. Bien. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous ne pouvez pas vous définir à partir des institutions. Parce que si vous vous définissez à partir des institutions, je sais bien que la joie va s'inquiéter de la tournure de la conférence, mais réfléchissez. Si par exemple, d'un seul coup, la mairie devient une mairie de traite, et vous avez vos sentiments de citoyen que par rapport à la mairie, bien, il y en a qui vont dire, la mairie dit ça, donc c'est normal. Et puis il y en a, par l'esprit gaulois, enfin, comme on veut, qui vont dire non, c'est pas normal. Est-ce que vous vous posez la question sur quoi ils vont se définir pour dire si c'est normal ou pas normal? Eh bien, ils vont se redéfinir à partir de valeurs qui seront humaines et pas sociales, ni institutionnelles. Donc, Camus va redémarrer à partir de rien, c'est-à-dire le soleil, la mer, la terre, la culture. Et il va reconstruire son espace mental, son espace éthique, son espace humain, à partir de ces valeurs.
quel est le positionnement des hommes par rapport à ces valeurs. C'est assez drôle parce que si vous réfléchissez à ça, vous pourriez vous dire, finalement, ça serait presque un point de vue écologique. Ça pourrait être aussi un point de vue humaniste. Pour ceux d'entre vous qui sont allés récemment en Grèce, ça pourrait leur rappeler d'autres choses. Parce que c'est l'essence. L'essence. Donc on pourrait caractériser ça l'esprit méditerranéen, si on le veut, mais ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que l'esprit humain peut se définir indépendamment des notions institutionnelles. Et c'est ça, c'est le seul moyen, c'est pour ça que Camus, dans le texte, dans un des textes que ça a été lu, il nous a dit, ce n'est pas par hasard qu'on a un changement de gouvernement, je parle d'un gouvernement autoritaire, je ne parle pas d'un gouvernement au sens démocratique du terme, eh bien, souvent, on va éliminer les artistes, on va éliminer les intellectuels. Pourquoi? Parce qu'on se dit qu'à partir du moment où, en gros, ces têtes qu'on pourrait qualifier de pensantes seront éliminées, eh bien les autres vont suivre. Donc il n'y a pas besoin en fait de convaincre l'ensemble de la population, il suffit d'éliminer un certain nombre de personnes, mais le problème, essayons d'être un tyran aujourd'hui. Essayons de faire un brainstorming de tyran. Est-ce que vous éliminerez quelqu'un d'autre? Si vous pensez sérieusement, essayons par exemple de dire que nous sommes des tyrans ici, nous sommes des dictateurs, et nous avons à gérer un pays, on veut faire une très grande réforme, autoritaire, on veut créer une dictature. Enfin, je parle de choses sérieuses, je ne parle pas des dictatures, genre Salazar et Franco, je parle des choses vraies. Genre au moins Mussolini et Hitler. Qui vous élimineriez? Eh bien, vous allez voir que, en y réfléchissant, les gens qui vous génèrent le plus, c'est encore les mêmes. C'est quelques personnes qui sont des artistes, des intellectuels, des écrivains, parce que les autres, en fait, ne s'expriment pas directement. Alors que ces artistes, ces intellectuels, ces penseurs ont la prétention, tenez-vous bien, ont la prétention de remettre en cause les valeurs de la société. Ce qui fait que quand vous imposez des nouvelles valeurs sociales, eh bien, ça sera être pour bien résister. Naturellement. Ça sera les résistants francs-tireurs, comme les appelle Camus. Les francs-tireurs, c'est les résistants qui n'appartiennent pas à un groupe. Dans les mouvements de résistance, on avait des mouvements qui appartenaient à des partis. Partis communistes, etc. Ça m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que c'est reconfiguré dans le sens du bien du parti. Je vais vous donner comme interrogation, ça vous fera réfléchir, au moins Robert qui s'est un peu intéressé à la question. Une fois, je faisais une conférence auprès d'étudiants chypriotes. Les étudiants chypriotes sont très partisans. N'importe quel parti en France serait très content de les avoir. Ils sont à fond pour le parti. Par ailleurs, l'État. C'est classique, c'est traditionnel. Donc je leur ai dit, est-ce que vous voudriez appartenir, tenez-vous bien à la définition que je vais imposer, à un parti dont l'unique but serait de résoudre le problème chypriote, et à la résolution du problème chypriote, il n'existerait plus, puisque le problème serait réglé et ce serait l'unique but. Donc j'étais dans une conférence où il n'y avait que des étudiants qui appartenaient tous à des partis et qui étaient tous, qui revendiquaient tous comme but politique la résolution du problème chypriote. Donc j'ai demandé de lever la main à ceux qui pensaient que ce serait bien qu'ils appartiennent à ce prétendu parti qui existerait. Je n'ai pas eu la moitié de la salle. Je ne sais pas s'il serait bien de le faire en France. Et moi, je vous donne un résultat d'un chiffre. Il y a un problème concret. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que la paix finit par aliéner des valeurs qui n'appartiennent qu'à la guerre. Je vous donne un exemple concret.
ce serait intéressant de voir que si vous avez une approche naïve de Camus, vous direz c'est un pacifiste. Forcément, pas du tout le cas. Parce que Camus, au moment de combat, si vous lisez les textes qu'il y a dedans, il vous dit précisément, on pourrait vous le faire lire, chaque balle qui tuera un soldat allemand sur le territoire français sera une balle de moins pour nos alliés. Si vous voulez, je peux vous en donner d'autres. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est n'essayez pas de caricaturer, de mettre ça dans un... C'est pas pisser d'ordre. Camus, c'était quelqu'un de conscient. C'est-à-dire qu'il savait ce que c'était les nazis, il savait qu'il fallait résister pour de vrai. C'était pas une résistance sur la plume. Ça, c'est possible. Non, c'était vraiment un engagement. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que quand vous avez une personne de cette taille, de cette envergure, on pourrait avoir l'équivalent, quelqu'un comme Albert Einstein, dans d'autres domaines, mais qui prend position et qui va jusqu'au bout de ses idées, eh bien, il est obligé de se définir sur la base de valeurs humaines et non institutionnelles. Parce que c'est très simple. Camus, en fait, vous le voyez comment? Vous le voyez comme quelqu'un de gauche, comme un pacifiste, comme un résistant, comme un pied noir, comme un écrivain, comme un joueur de football. C'est joueur de football. Regardez-moi. Très bon. Je vais continuer. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il aime, c'est tout. Alors là, vous avez un petit problème. C'est le problème de l'horloge. Quand vous voyez qu'une couleur, vous dites c'est ça, il est jaune. Et puis après, à côté, il est rouge. Il est aussi vert. Et à la fin, il n'y a pas de couleur. Mais si, vous mettez la couleur. Alors, les couleurs ont tout sens. On redéfinit et on dit que c'est un arbre. Oui. Donc, quel est l'avantage? L'avantage, c'est une phrase aussi, justement, Camus dans ses propres textes, c'est une phrase de Balzac, c'est que le génie ressemble à tout le monde, mais personne ne ressemble au génie. Donc, Camus, pour beaucoup de choses, il était très en avance en son temps, on pourrait dire maintenant. Attention, vous savez, quand la société dit de façon consensuelle que quelqu'un est en avance sur son temps, c'est en fait un processus de narcissisme. La société est contente que dans le passé, les gens la voyaient. Donc c'était un précurseur. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. La société actuelle se définit à partir de la pensée de Camus, et pas la pensée de Camus dans la société actuelle. C'est-à-dire que les penseurs, ce n'est pas des gens qui voient qu'un avenir va changer, c'est ceux qui changent l'avenir. Nous, on a forcément raison parce qu'on a été changé. On est le résultat de cette pensée. On est le résultat de ces actes de résistance. Parce que, réfléchissez un peu, un instant. Imaginons que le programme militaire ait fonctionné. Ça aurait pu. Troisième mariage pour 1000 ans. C'est bien qu'en France, déjà, quand vous votez le président, je vous dis qu'on en a pour 5 ans. On en a pris pour 5 ans. Vous imaginez pour 1000 ans? Bon, alors essayez d'imaginer. À quoi ressemblerait l'Europe? Elle serait unie. On pourrait presque l'appeler l'Union européenne, en fin de compte. Il y aurait même des gens, peut-être même dans la salle, qui penseraient que finalement, c'est pas très loin de ce modèle. Parce que ces derniers points justifient le fait que l'intelligence n'est pas distribuée tout à l'heure. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous réfléchissez bien, on aurait très bien pu avoir une Europe de ce genre. Après, c'était pas si loin que ça. Salazar en Portugal, Franco en Espagne, Mussolini en Italie, Hitler en Allemagne, Métaxas en Grèce, et les pastilles, vous savez. Bien. Qu'est-ce que je peux dire par là? C'est que finalement, c'était très proche de réussir. Je ne vous ai pas parlé de l'Autriche, parce que là, c'est évidemment en fait qu'il y a des styles.
Ça, c'est un point. Un autre point. Nous, on est dans une phase de misérabilisme. Quand vous êtes dans une phase de misérabilisme, la seule façon de vous guérir, c'est de lire des gens de la misère. Donc, lisez bien. Victor Hugo, il a écrit Les Misérables. Il n'a pas écrit Les Miséreux. Pourquoi il a écrit Les Misérables? Parce qu'il avait une grandeur. Les miséreux, on en entend. Nous, notre problème, c'est qu'on fait partie d'une vieille Europe. Mais Camus aurait été là, il vous aurait dit, heureusement, ça veut dire qu'il y a des cultures. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on arrive à être traité de vieille Europe par rapport au nouveau continent, qui n'a de nouveau que parce qu'il n'a rien. Si vous avez retenu les phrases dites par Camus, il disait aux Allemands, votre tâche était plus facile que la nôtre, parce que vous aviez décidé de créer quelque chose avec tabula rasa, donc plus rien, et ce serait le départ de tout. Et nous, on ne voulait pas perdre ce qu'on avait. Mais cette configuration-là, si vous réfléchissez bien, on la retrouve dans les discours qu'on a au niveau de l'Europe et des États-Unis. Aux États-Unis, pour vous donner un exemple, ici vous cherchez un local. Vous cherchez un local pour construire quelque chose. Dès que vous cherchez un local, vous avez des problèmes, vous allez trouver. Vous êtes aux États-Unis, vous n'avez pas de problème. Il y a que la place. Parce qu'en fait, on a de la profondeur. On a de la profondeur historique. Vous creusez un peu pour retrouver d'autres choses. Bon. Vous pouvez imaginer, par exemple, vous êtes constructeur en bâtiment à Rome. C'est une plaie. Vous avez tous les archéologues sur le dos. Vous grattez 50 cm, vous êtes déjà dans une couche. Vous faites 3 mètres, folie. Vous avez des délais de chantier complètement exorbitants. Moi, j'ai jamais entendu parler de problème de constructeur au Nevada. Pourquoi? C'est intéressant parce que, souvenez-vous bien, pour moi, Camus, il est né sur une frontière. C'est une petite ligne. Il est né à l'Algérie. Si vous réfléchissez bien, vous êtes un peu dessus, vous avez le désert, l'or, et vous avez le bleu de la mer. Et il y a une petite ligne blanche. C'est les gens. C'est tout. Il y a juste ça. C'est intéressant d'être justement sur cette frontière pour se définir. Est-ce qu'on est à Alger, par exemple? Est-ce qu'on est des gens de la mer ou on est des gens de la terre? Alors on aime bien dire le mot port. Comme ça nous évite. C'est-à-dire qu'on sait qu'on est sur fixe, mais on sait qu'on regarde de l'autre côté. C'est pour ça que c'est bien les ports, parce que c'est des ports d'attache, c'est des ports de départ. Donc finalement, c'est les hommes qui définissent le port. Vous voyez, si vous êtes en plein milieu de la Terre, ou une île, vous ne pouvez pas vous définir. Vous êtes une île, vous êtes de la Terre, continentale. Mais si vous êtes un port, vous devez vous redéfinir. Et c'est très drôle justement. Si vous voyez comment fonctionne, je le vois aussi par Marie, mais si vous voyez comment fonctionne Alger, c'est un amphithéâtre. Un amphithéâtre, c'est intéressant devant ou derrière. Attention, je ne fais pas d'étymologie, ça devrait être des deux côtés, c'est un amphithéâtre, donc c'est un théâtre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que finalement, c'est ce que vous regardez. Quand les Grecs de l'Antiquité, Camus a beaucoup d'amour pour les Grecs, en général pour la Méditerranée, il dit en Méditerranée, c'est le seul endroit où les hommes peuvent se tenir par la main. Les hommes, je veux dire, pas les femmes, les hommes. Ailleurs, c'est un peu compromettant. Dans l'Antiquité grecque, quand on construisait des temples, il n'y avait jamais de mur. L'objet n'est pas le sujet. L'objet, il est fait pour devenir instrument. Donc, on construisait un temple,
et on devait voir tout le temps la mer. C'est intéressant. On construisait le théâtre de manière à ce qu'on voit la mer. Si vous avez donc des théâtres qui n'ont pas de vue sur mer, c'est soit vous êtes dans un théâtre de configuration romaine, qui a des problèmes d'acoustique, et donc vous êtes obligé de mettre un mur. C'est pour ça que même si j'aime beaucoup Orange, je trouve que c'est toujours très drôle, parce que ça c'est un principe qu'ont découvert les Américains. Quand vous avez un défaut, agrandissez-le et ne parlez que de lui, et vous serez le meilleur des défauts. Vous voyez? Donc, le théâtre romain a un défaut acoustique, on place un mur, et c'est le top du théâtre d'Orange, c'est-à-dire le défaut. N'importe quel architecte de l'Antiquité grecque qui aurait construit un théâtre avec un mur, on lui aurait dit qu'il était vraiment pas du niveau. Oui, parce qu'il fallait que l'acoustique soit assez bonne en circuit fermé. Et alors je vous rappelle, pour ceux qui sont allés à Épidore, c'est plus d'un demi-cercle. Vous pouvez être même derrière les acteurs et vous entendez quand même. Bien. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Quand Camus va faire une référence à ça, c'est pourquoi? C'est pour dire en fait que Alger, de façon générale, l'Algérie se borde, que l'Algérie en fait est très profonde en tant que pays. Mais c'est une désert. Donc il faut se le redéfinir. Donc il y en avait qui ont décidé qu'ils étaient africains, d'autres qui étaient français, certains les deux. C'est toujours très drôle d'ailleurs d'entendre en fait les tirailleurs algériens chanter c'est nous les Africains qui revenons. Je ne vous parle pas de quand ils chantaient la Marseillaise, ou nos ancêtres les Gaulois. C'est un amalgame-là. Ça veut dire qu'en fait, il faut trouver quelque part un esprit. Un esprit. Alors vous allez voir, ça me rappelle souvent, vous vous rappelez quand Yannick Noah il perdait, on disait qu'il était camerounais. Quand il gagnait, on disait qu'il était français. C'était le même mythe. Il ne changeait même pas de couleur entre les deux. Donc quand il a gagné Roland Garros, c'était un français. Par la suite, il s'est camerounais. Mais comme il a quand même gagné, il est resté quand même. Sans doute parce qu'on a pas eu beaucoup après. Ça aide aussi. C'est pareil pour les prix Nobel. Camus était un pied noir. Par exemple, je pourrais vous faire la même analogie avec Frédéric Mistral. Qui sait que Frédéric Mistral avait le prix Nobel de littérature? C'est très drôle quand même, non? Prix Nobel de littérature dans une langue que la France interdit. Donc, l'effet libre. L'effet libre, c'est tout un mouvement. Or, c'est un mouvement qui n'existe pas. Et on avait quand même un prix Nobel de littérature. Donc, en fait, on pourrait dire, effectivement, Frédéric Mistral est un prix Nobel de littérature français. Bien. Camus était pied noir. On va le changer. Si, sinon on peut le changer. On peut le franciser. C'est-à-dire noter que par ailleurs, il est né à Alger, mais en réalité, sa famille était d'Alsace. Oui. Là, d'un seul coup, on a retrouvé que la famille de Camus était d'Alsace. Évidemment, on évite de trop préciser ça parce qu'on se demande si après les Allemands vont pas dire quelque chose. Vous savez, toujours. Tant que ce n'est pas le Massif central, on n'est jamais très sûr. Si on est du côté corse, on a une dépendance, si c'est Bretagne, on se méfie aussi. Quand c'est basque, enfin bon. En fait, si vous enlevez tous ces Français qui ne sont pas français de la France, on se demande où serait la France. Mais bon, on a les mêmes problèmes en bref, ne vous inquiétez pas, c'est pour ça qu'on a fait l'Union européenne, ce qui nous permet d'être européens tout en étant de nulle part a priori. Ce qui est intéressant, c'est l'absorption. On a une tendance, en fait, demandez, rentrez après cette conférence, vous allez rentrer, il y a une femme aussi à tout, demandez à votre entourage qu'est-ce qu'ils ont lu de Camus. Alors là, c'est le con. Pour moi, c'est toujours un grand moment de bonheur. Ils ont tous lu l'étranger. Qui, pour moi, est une œuvre mineure de Camus. Tout petit, toute petite. C'est-à-dire qui est mineure dans beaucoup de sens. Hein, même au niveau du nombre de pages. Et en fait, c'est pour ça que c'est très connu. Non, ne vous inquiétez pas, on n'est pas injuste uniquement contre Camus. Je veux dire,
qui a lu de Saint-Exupéry, qui est du nom, autre chose que le Petit Prince? On se dit, ce type-là, en fait, il a vécu toute sa vie pour faire le Petit Prince. Il n'a rien fait d'autre. Camus, il a fait tout ça juste pour l'étranger. Donc c'est très drôle finalement. Vous avez un Viennois qui a écrit en tant que Français une œuvre qu'à l'étranger, on ne connaît que l'étranger. C'est sans doute pour ça qu'il y a eu le prix Nobel. Ça a dû être accessible tous les jours. C'est très important de voir que qu'est-ce qui est fondamental. Il y a une programmatique dans l'œuvre de Camus. En fait, vous avez une série de 15 livres qui se suivent avec un rythme. Il n'y a pas eu le temps de le définir, mais avec le mythe de Sisyphe, on voit qu'il y a un programme, la notion d'absurde. Pour faire comprendre le mythe de Sisyphe, il va créer une terre. Il va créer Caligula. Donc il va utiliser un contexte historique pour expliquer ce qu'il veut dire par absurde. Il va créer des malentendus, c'est-à-dire une pièce créée de toute pièce pour expliquer de façon ad hoc qu'est-ce que ça veut dire l'absurde et comment se libérer de cet absurde. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un travail de vulgarisation. On pourrait dire que Camus, est-ce que c'était un homme de théâtre? Vous hésiteriez. Pourtant, il a fait des pièces. Les Jupes, une pièce très importante, très controversée. Ça se passe en 1905, en Russie. C'est en fait la description des mouvements d'un groupe terroriste. À partir de ce groupe terroriste, Camus va définir une critique contre les systèmes totalitaires. Attention, hein, il dit contre les systèmes totalitaires. Il ne fait pas de différence. On a eu une tendance à l'époque de faire une différence. On parlait du nazisme. Ça c'était clair. Bon. Camus disait les systèmes totalitaires. Et c'est un groupe terroriste qui, au moment où il va commettre un attentat, va décider de ne pas le commettre parce qu'il y a un enfant. Et dans cette remise en cause, quand il va y avoir le second attentat, on va avoir un positionnement, un questionnement sur ce que c'est de résister, de commettre un acte de terrorisme dans ces conditions. Camus a été très critiqué en disant qu'il avait transformé en héros des bourreaux. Donc c'était des gens qui ont bien compris, bien sûr, à Camus, mais ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'il ait écrit le texte. Ce qui est regrettable, c'est que la société, à l'heure actuelle, le joue comme une pièce consensuelle sur le positionnement et les réflexions. C'est comme si on avait écrit une pièce, je ne sais pas moi, sur le syndrome de Stockholm, de Munich par rapport aux attentats. Et là, on aurait dit, tiens, c'est une pièce. Ça n'a rien à voir. C'est un positionnement qui est très profond par rapport à Camus et qui correspond à sa partie théorique sur le mythe de Sisyphe, l'homme révolté. On réduit aussi Camus beaucoup à son opposition avec ça. Je pense que c'est un faux problème. Ça nous permet de critiquer le bourreau et la victime de la meilleure manière. C'est très facile de faire ça. Bien sûr qu'un bourreau et une victime, c'est un couple, mais c'est un couple asymétrique. Donc il faut prendre position. Et là, la position est claire. En tout cas, la ligne est claire. C'est pour ça que vous avez ce nom ici. Camus va écrire la peste. Pourquoi pensez-vous qu'il a écrit la peste si c'était simplement l'auteur de l'étranger? C'est intéressant. La peste noire, vous vous rappelez, ça date du Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, en fait, on a accusé les Juifs d'être les porteurs de la peste noire. Parce que quand on ne savait plus rien faire sur la peste noire, on dit que c'est forcément les Juifs. Et une grande thématique qu'on retrouve dans l'œuvre de Camus, c'est finalement, il ne faudrait pas mal interpréter ce que je veux dire, c'est qu'en gros, on est toujours le juif ou quelqu'un. C'est-à-dire qu'on va retrouver toujours quelqu'un qui sera responsable de tout. Alors c'est assez intéressant, puisque
Camus va lui-même devenir bouc émissaire en Algérie. Alors attention, c'est ça qui est très drôle, c'est qu'il a réussi avec son positionnement à être bouc émissaire des deux côtés. C'est quand même le comble. On pourrait se dire, bon, il y a des gens qui sont contre, alors les autres qui sont contre les contre, ils vont être en cours. Non, même pas. Pourquoi? Parce que les arguments des autres n'étaient pas basés sur des valeurs humaines, mais c'était basé sur des valeurs totalement institutionnelles. Donc, une rupture et une opposition au niveau des institutions qui n'avait rien à voir avec la valeur humaine de Camus, ce qui fait que Camus est devenu en fait l'ennemi des deux. Donc c'est assez drôle quand finalement, après tant d'années, on en arrive à des institutions qui se repositionnent naturellement autour du dialogue entre l'Europe et la Méditerranée. Alors que ces deux institutions considéraient que ce positionnement était en fait un acte de trahison, pour ne pas dire autre chose, à cette époque. Donc, je veux quand même vous laisser poser des questions si vous voulez, mais pour moi, Camus utilise le schéma suivant, qui est très important pour nous. Il utilise la découverte de l'absurde. À partir de l'absurde, de la découverte, attention le mot, il crée le paradoxe. À partir de la création du paradoxe, il résout le problème de manière non uniforme. Et ensuite, la solution est absorbée par la société qui va dire que c'est naturel. Sans passer par les étapes. Alors c'est très important, c'est que si on ne voit pas ces 4 étapes, on ne comprend pas. Quand il va faire sa pièce de théâtre avec Caligula, avec la fameuse interprétation de Gérard, il réinterprète le mythe de Caligula, qui est quelque chose d'historique, en disant que finalement la folie de Caligula, c'était sa conscience de l'absurde. Et donc il a redéfini cet objet. Quand vous relisez Caligula, vous seriez très surpris de la façon dont Camus traite le sujet. En fait, il a une technique proprement humaniste. C'est-à-dire qu'il va utiliser la même technique qu'utilise Erasme avec l'éloge de la folie. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la folie. Donc, pas de censure. Ce n'est pas Camus qui écrit, c'est Caligula qui parle. Or, tout le monde sait que c'est la folie qui parle, parce que Caligula était fou. Ça permet en fait à Camus de mettre en évidence la notion d'absurde avec un mot qui est compréhensible pour tout le monde, pour la société, la folie. Attention, évidemment, c'est une époque où intervient déjà Michel Foucault, donc la folie, il faut encore la redéfinir, parce que des fois on se demande où est la frontière. Ce que je voulais simplement vous dire dans le cadre de cette conférence, c'est le positionnement de Camus, si fragile, si éphémère, c'est le positionnement de tout homme face à la pierre. La pierre est stable, éternelle. L'homme est instable, éphémère. Mais c'est lui qui va contre la pierre. Merci. Vous avez des questions à poser. Est-ce que vous avez des questions? Bonsoir, Guy Léon. Le discours de Nikos, c'est pour ça que je suis ici ce soir. Je voudrais vous poser une question de la vie de Camus par rapport à l'école. Parce qu'on a vu un extrait aussi au départ sur l'école, sur l'instituteur. Moi j'avais l'impression, quand on a posé la question de comment contrôler les foules pour faire un système totalitaire, pour moi c'est l'école.
ce qui s'opère réellement dans les écoles, dans les systèmes éducatifs en ce moment. Alors, quel était son point de vue sur l'école? Je vais répondre, en fait, vous êtes surpris, mais je pense pas qu'un système totalitaire décide qu'il n'y a plus d'école. Au contraire, un système totalitaire va contrôler toutes les écoles. Et c'est pour ça que, aussi bien dans le système nazi que fasciste, on avait des jeunes qui étaient totalement contrôlés. Je vous rappelle qu'au niveau communiste avec Ceausescu, ou même en Arménie, pas si longtemps que ça, moi je vois bien avec Artsakh en particulier, c'était des gens qui étaient convaincus à la base, parce qu'ils étaient complètement nivelés, en disant c'est ça le juste. Donc, c'est pas la disparition des écoles. Hein? Donc, c'est plutôt le contrôle et la manipulation des écoles. Ça, c'est très important parce que c'est un contrôle sur des gens qui n'ont pas d'histoire, n'ont pas de passé. Donc là, c'est facile, vous créez. Là, les résistants habituels, c'est des vieux. Donc, il faut toujours se méfier des vieux instituteurs. Je parle pour les professionnels de l'éducation. C'est des pires. Parce qu'ils se souviennent de plusieurs générations de gens. Ils ont forcément un petit réseau. Ils peuvent contacter leurs anciens élèves et vous mettre une baguette pas possible dans votre région, juste parce qu'à un moment critique de la vie de ces jeunes, ils ont su leur montrer ce que c'est la connaissance, ce que c'est l'essence, sans le pouvoir. Et ça, c'est un contre-pouvoir. Donc, en fait, nous, en tant que spécialistes de l'éducation, on va éliminer les instituteurs, on va amener des jeunes instituteurs, toujours des jeunes c'est toujours bien. C'est toujours bien des jeunes. On va les former, bien sûr, gratuitement. Il faut former gratuitement. C'est une proposition pour la mairie, pour toutes les mairies. Il faut former gratuitement les instituteurs et ensuite les instituteurs travaillent pour eux. Ensuite, c'est les enfants qui travaillent pour eux. Ensuite, les enfants accusent leurs parents, qui sont par définition plus vieux, c'est bon, donc ils sont forcément un peu résistants, parce que malheureusement, ils ont des connaissances. Il faut séparer les petits-enfants des grands-parents, que ça c'est des filles, que c'est déjà des piliers de résistance. Donc vous avez tout un programme. Donc vous voyez, école gratuite, voyage en train gratuit. C'est toujours le même schéma. On le dit de manière drôle, mais si vous regardez, si vous occupez un peu les droits de l'homme, même à l'heure actuelle, dans certains pays, vous allez voir que ces mêmes schémas, on ne prend pas forcément le train, parce qu'il n'y a pas forcément de train, il n'y a pas forcément des écoles, on fait autrement. Mais c'est en gros la même idée, c'est-à-dire qu'on élimine les sources de sagesse et de savoir, donc les vieux. Faites attention à ce que je vous dis, parce que les vieux, c'est déjà négatif en France. Hein. Dites à quelqu'un c'est un vieux. Or, dans les pays qui ont une grande culture, dire que c'est un vieux, ça veut dire que c'est un sage. En France, on l'a plus, ça déjà. Hein? On parle déjà des sages. Ça nous évite de dire qu'ils sont vieux. Parce que quand ils sont vieux, les sages, on considère qu'ils ne sont plus sages. Vous voyez, un exemple de vieux sage, c'est Einstein. Je peux vous dire qu'il était tous vieux et sages. Donc, et ensuite on élimine les jeunes. Mais on ne les élimine pas de façon physique. On les engraisse de façon mentale. Donc il y a eu très clair là-dessus. Ils savaient que c'était très important. C'est pour ça en fait que vous avez aussi sur vous. Ils savaient aussi combien son propre instituteur est important pour lui-même, pour le repérer. Parce que vous savez, l'instituteur, c'est quand même celui qui est capable de voir ce que c'est la différence entre la glèbe et la mue.
Parce qu'après, c'est facile. Vous comprenez? Je veux dire, si vous parlez 17 langues, que vous avez 50 doctorats, c'est difficile pour l'autre de dire, tiens, quand même quelque chose de remarquable. Mais bon, quand vous avez 6 ans, ça ne se voyait pas. C'est l'instituteur qui va faire ça. Donc l'instituteur, le jeune instituteur, va être formé aussi pour repérer ces petites hydros de l'herbe qui pourraient être dangereuses par la suite. Alors vous allez me dire, je vous donne un exemple concret. Est-ce que vous savez qui a formé Juan Carlos? C'est drôle. Hein? C'est drôle ça. Il l'a formé, c'est-à-dire qu'il l'a mis dans un cadre, dans une école, il a choisi qui serait ses camarades de classe. Il a choisi quel professeur d'école. Il a choisi tout son cursus. Alors vous allez me dire, oui, mais Juan Carlos a mis. Non. Non, parce que si vous êtes honnête avec vous-même, vous savez bien que de nouveau, Franco a été. Parce qu'il est mort. Pour moi, il aurait réussi si Franco avait été en prison. Avec la junte des colonels en Grèce, tous les colonels étaient en prison. Mussolini, vous savez comment il a fini. Hitler, vous savez aussi. Franco. Et si vous réfléchissez bien à ce qu'on vient de dire, sur un point très particulier, une singularité, qui est quand même devenu un roi, finalement, le roi n'a été que l'objet d'une résistance passive et pas d'une résistance active. Donc, après, par la durée, c'est une des plus grandes questions. Voilà, j'espère que pour l'école. Quels sont les pays actuellement enfin, autour de nous qui auraient donc des systèmes qui bafoueraient les droits de l'homme? On va savoir ce que vous entendez par autour de nous. Alors autour de nous, je ne sais pas, en Europe peut-être En Europe, on a des problèmes en Yougoslavie. On a des problèmes, alors le problème c'est que l'Europe ne sait pas bien si elle veut dire qui a des problèmes. Mais c'est sûr qu'au Kosovo, on a un problème. Alors, il faudrait analyser ça étage multiple. Vous voyez, par exemple, pour la guerre en Yougoslavie, en France, on était très embêtés parce que nos alliés diachroniques, c'était les Serbes. Et donc, on avait l'impression que c'était les Serbes qui maltraitaient les Bosniaques. Donc, on a mis beaucoup de temps pour se décider. Ensuite, on s'est rendu compte qu'il y avait un peu les deux. Alors après, on était un peu plus actifs. Après, on a eu un soutien par une grande force outre-Atlantique qui nous a dit que les uns étaient bien, les autres n'étaient pas bien. Donc là, d'un seul coup, on s'est libéré parce qu'on n'avait plus, comment dire, on n'avait plus nos espoirs. Hein? Tout le monde était d'accord avec nous. Donc on s'est dit, finalement, si tout le monde est d'accord avec nous, c'est qu'on doit avoir raison. Et maintenant, en fait, avec le problème du Kosovo, alors que, attention, parce qu'on a pas mal de problèmes, hein, comme l'Artsakh, la Nagorno-Karabakh, Transnistrie. On a plusieurs pays comme ça, entre la Moldavie, il y en a certains parmi nous, l'Abkhazie. On les connaît à peine. Donc c'est des pays qui revendiquent leur statut de pays. Tous ces pays-là, ils les revendiquent depuis des années. Et Kosovo apparaît d'un seul coup et là on est tous d'accord. Mais attention, Madame Lemoine nous explique, hein, et ensuite, il explique que c'est un cas particulier, il ne faut pas recommencer. Donc, on se pose la question, hein, vous voyez, moi je me remplace dans le contexte canusien. Si on a le droit de faire quelque chose qu'on considère comme juste, pourquoi on n'a pas le droit de répéter? Donc, on se repose la question, est-ce que c'est complètement injuste ce qu'on fait, puisqu'on ne peut pas le répéter?
Ou est-ce que le fait de ne pas la répéter, c'est complètement juste? Et là, on se retrouve dans des situations analogues. Donc on a des pays de ce genre. Attention, parce que votre question est subversive. Moi, je ne dis pas forcément que ce sont des pays qui bafouent les droits de l'homme au sein de leur propre pays. Mais si vous parlez même au niveau de l'Europe, au sens large, nous avons à l'heure actuelle ce qu'on appelle au niveau géopolitique, on en parlera dans une autre conférence, des pays de facto qui sont des pays non reconnus. Alors là, ça pose énormément de problèmes parce que comment gérer ces pays? Qu'est-ce que ça veut dire d'être maître dans un pays comme ça? Qu'est-ce que c'est d'avoir un représentant, une ambassade? Il faut tout redéfinir et à la fin on se demande ce qu'il faut faire. Je ne parle pas de façon, oui par exemple, le Nagorno-Karabakh au lieu d'Azerbaïdjan. C'est un pays. En fait, il est un pays à part entière, il est complètement collé à l'Arménie, mais non, il persiste à dire qu'à parler de l'enclave dans l'Azerbaïdjan, on ne va pas le reconnaître. On ne va pas le reconnaître parce que ça gêne la Russie. Pourquoi ça gêne la Russie? Parce qu'elle va avoir des bons rapports avec l'Iran. Pourquoi avec des bons rapports avec l'Iran? C'est parce que comme les Azéris sont musulmans, mais ils ne sont pas du même bord encore. Donc, c'est ça aussi qui est très important. C'est-à-dire, comment on laisse massacrer les gens? Comment on laisse faire des guerres? Pour les droits de l'homme, on a la Turquie aussi. C'est un problème très important par rapport à... Là, c'est vraiment très proche. C'est tellement proche, je me rappelle, quand vous parlez à des jeunes, ils se demandent si la Turquie n'est pas déjà dans l'Union européenne parce qu'elle participe à l'Eurovision, elle est dans l'euro. Je parle de football. Donc un jeune se dit, c'est dans l'Eurovision, Eurovision, il y a euro. Donc c'est forcément... Alors avant, ils se demandent pourquoi les adultes se posent la question de savoir si c'est dans l'Union européenne. Et il faut faire très attention parce qu'on finit par se poser la question, si l'Union européenne, on la baisse tellement et qu'on ne veut signer rien, aucun traité, rien du tout, et finalement ça ressemble en fait à une organisation du football, alors pourquoi ne pas la mettre non plus quoi. Pourtant, on a des problèmes avec 20 millions de Kurdes. On a des problèmes avec les réfugiés chypriotes, on a le problème de Chypre, qui est toujours pas résolu, mais en mieux. Les rares pays de l'Union européenne ne pas avoir encore de statut clair. Donc, on a ça aux portes de l'Europe, et même dans l'Union européenne, mais on considère que ça va vous faire la peine, et je peux quand même vous dire. Vous savez, en fait, la France, elle a une alliance avec la Pologne, vous vous rappelez? Vous vous rappelez ce qu'on a fait, cette alliance? Au moment de l'invasion de la Pologne. Ben là, d'un seul coup, la France a découvert que la Pologne, c'était loin. Mais au moment de la signature de l'Alliance, on savait déjà que c'était loin. Donc là, maintenant, on a le problème de Chypre qui, dans l'Union européenne, c'est difficile de ne pas être au courant. Et vous vous rappelez, Robert, quand on disait, tiens, voilà, maintenant, enfin, ça va être résolu. C'est assez drôle, parce que quand on sait qui est venu au pouvoir, la seule résolution qui est envisageable, je parle honnêtement, c'est sans doute que Chypre devienne tout entière un protectorat turc. Avec ce gouvernement. C'est la seule chose qu'ils envisagent. C'est une solution. Mais il faut savoir que c'est une solution juste, une solution que Camus accepterait. C'est ça le problème. Après tout, la guerre en Yougoslavie, elle est terminée. Il faut voir dans quel état elle est, la Yougoslavie maintenant. Alors, l'avantage, c'est que par morceaux, on peut la mettre dans l'Union européenne. La question que pourrait se poser un enfant ici, c'est si vous mettez toute la Yougoslavie dans l'Union européenne par morceaux, pourquoi vous ne l'avez pas mis d'un seul coup? Une question qu'on pourrait se poser maintenant. La Tchécoslovaquie s'est séparée en deux, elle a rejoint l'Union européenne au même moment. Il faut vraiment être un spécialiste de la Tchécoslovaquie pour se rendre compte qu'on est en Tchéquie, qu'on n'est pas en Slovaquie et qu'on est dans l'Union européenne. À moins que vous ayez lu le château de Pierre. Je voudrais vous rappeler une chose importante. Enfin, je ne vous le rappelle pas, vous le savez. Vous avez dit que la Tchécoslovaquie, c'était la Tchécoslovaquie, c'était la Tchécoslovaquie. Vous avez dit que la Tchécoslovaquie, c'était la Tchécoslovaquie. Vous avez dit que la Tchécoslovaquie, c'était la Tchécoslovaquie. Vous avez dit que la Tchécoslovaquie, c'était la Tchécoslovaquie.
Au sujet de la mainmise des dictateurs, il y a un pan énorme, très important, qu'un dictateur qui est le seul à être mort dans son lit, bien tranquillement. Je peux parler de Joseph le Géorgien. Eh bien, en 1929, il a détruit toutes les églises dans l'Union soviétique. Mais il a aussi fait massacrer des centaines de milliers de moines, de moniales, de prêtres, d'archivandries, etc. C'était en 1929. Et puis, entre-temps, malgré que la religion soit l'opium du peuple, eh bien, on s'est rappelé et puis on lui a dit que tout de même, c'était important. Et donc, en 1937, Joseph le Géorgien, donc, a créé le patriarcat. Donc, voilà. Et ça, c'est quand même quelque chose d'énorme et une mainmise totale sur toutes. Il y a, c'était les religions chrétiennes, les gréco-catholiques et les orthodoxes. Voilà. Oui, ça fait plaisir que je le mentionne parce que ça fait partie des choses que justement on oublie. De façon générale, la société fonctionne avec l'oubli. Ça nous permet de résoudre des problèmes. C'est pour ça que l'intervention sur le non-problème, en fait, c'est intéressant. Il faut faire attention des fois quand on vous dit qu'il n'y a pas de problème, parce qu'on se demande s'il y a une solution. Parce que s'il n'y a vraiment pas de problème, la solution, elle est de qui? Il y a de lui qui a un problème quelque part pour qu'il y ait une solution. Alors, je me méfie toujours des solutions, et ce n'est pas pour rien d'ailleurs que l'Allemagne nazie a parlé de la solution finale, sans définir ce que c'était le problème initial. En général, ce sont justement les dictatures qui proposent des solutions. Et elles sont souvent radicales, elles sont souvent massives. Et le pire, pour nous, c'est qu'elles sont souvent efficaces. Donc, malgré cette efficacité, dans ce cas-là, il faut qu'il y ait des gens qui résistent. Donc, quand on n'a pas eu la chance d'être victime, Julien ne prend pas mal ce que je dis, mais ce que je disais, c'est qu'on n'était pas à cette époque, on ne vivait pas. Quand on n'a pas eu la chance d'être un survivant, parce qu'on n'appartenait pas à ces gens-là, eh bien, nous avons quand même l'opportunité d'être injustes. C'est ça que nous dit Camus. Parce que les justes, c'est la seule chose que vous choisissez. Et vous ne choisissez pas d'être un survivant. Vous ne choisissez pas d'être un victime, une victime. Vous êtes. Alors que vous devenez juste. C'est une énorme différence, mais c'est la seule façon, dans l'avenir, de créer un lien, une passerelle, avec les gens du passé qui, sans ce travail-là, appartiendraient au passé sans avoir de présent. Donc, effectivement, l'exemple est caricatural. Le problème de la religion, en fait, le problème de la religion n'était qu'un paramètre parmi d'autres, puisqu'on a eu aussi des problèmes directement des Ukrainiens, des Koulaks, peu importe. Donc, ce n'est pas forcément basé là-dessus. Mais des fois, c'était basé sur la religion, des fois, c'était basé sur des actes de racisme pur, d'autres fois, c'était catégorie sociale. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est des paramètres. Si c'est des gens qui sont importants ou qui peuvent influencer, les dictatures les éliminent. Le grand problème camusien, selon moi, c'est le positionnement du juste. C'est même si toute la société a oublié, le juste n'a pas le droit d'oublier. Et attention, c'est pas qu'il se rappelle, c'est très différent. Il y a une différence entre se rappeler et ne pas oublier. Se rappeler, c'est passif. Un musée se rappelle. Une mairie ne doit pas oublier. C'est différent. Parce que le musée, il ne peut pas prendre de décision. C'est sa nature. Il doit se rappeler de quelque chose. La mairie peut prendre une décision. C'est de ne plus se rappeler. Donc, ça c'est très important, parce que c'est le problème du pouvoir. Mais même quand on n'a que le savoir, sans le pouvoir, quand on est juste,
on est obligé de se redéfinir sur les valeurs humaines, indépendamment des valeurs institutionnelles, de manière à garder une dignité. Et la dignité, c'est très dur. Pourquoi? Parce que ça s'achète pas. Ce qui ne veut pas dire que ça n'a pas de valeur. Ça a de la valeur, mais ça n'a pas de prix. Et le problème en politique, c'est que quand ça n'a pas de prix, on n'en tient pas compte. Alors il faut voler. Il faut voler les droits de l'homme, il faut les revendiquer, et aller à l'encontre d'immenses systèmes, tout en utilisant la procédure légale. C'est pour ça que c'est très important le travail que vous faites pour la reconnaissance du génocide, d'autres personnes ici, le civisme, et des choses qu'on est obligé de faire, non parce que la société nous l'impose, mais c'est parce que nous devons résister à la société qui veut l'imposer. Quelque chose qui me fait très mal, c'est la Tchétchénie. Voilà. Finalement, il y a une certaine forme de dictature qui continue sournoisement à perdurer. Et vous en avez parlé, donc au Haut-Karabakh, l'Abkhazie, etc. C'est comme ça, à bas bruit, c'est presque souterrain. Et finalement, il y a la patte d'une dictature qui se profile. Voilà. Et on est tous complices. Et on donne tous le pouvoir, les moyens à cette grosse patte de faire ce qu'elle veut. Il n'y a pas que celle-là, il y en a d'autres à travers le monde entier, mais il y a toujours des grosses pattes qui sont pratiquement légalisées parce que c'est comme ça. Les grosses pattes, c'est pareil pour le Tibet. Voilà, c'est ça. Mais bon, on va aller au Afrique, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Mais le problème des pattes, des mini-pattes, des petites-pattes, des grosses pattes, c'est la complicité. Mais, comme dirait un ami, à un moment de honte est si vite passé. Le problème, c'est que ça passe vite pour une personne, mais ça reste pour le peuple. C'est-à-dire qu'il est très facile d'être complice. D'ailleurs, vous avez remarqué, moi j'ai vite utilisé le mot collaboration. Même dans mon travail de recherche, je ne dis jamais mes collaborateurs. Ça m'est resté bien à mon âge, ça m'est resté d'occupation. Et chaque fois que j'entends les collaborateurs, j'ai du mal à parler que des collaborateurs scientifiques. Parce que même les collaborateurs scientifiques, je me rappelle des expériences nazies, soi-disant de génétique, qui s'amusaient à faire les choses avec des souris et des femmes. Il y a certains mots qui sont révélateurs. La collaboration, c'est travailler avec d'autres. Ça ne définit pas le but de la collaboration, ça ne définit pas le but du travail. Moi, je suis toujours très inquiet quand je vois des gens qui collaborent avec d'autres sans connaître le but du travail. Parce que, en fait, souvent, on a eu ce problème. Moi, je n'ai rien fait, je l'ai mis de telle cellule à telle cellule. Moi, je n'ai rien fait, je l'ai mis de telle cellule dans le train. Moi, je n'ai rien fait, je l'ai gardé dans le wagon. En fait, personne n'a rien fait. Mais à la fin, c'est exactement comme une pièce de théâtre. Aucun acteur ne fait la pièce de théâtre tout seul. D'accord. Mais en fait, si on prend l'ensemble des jeux d'acteurs, on finit par avoir une pièce de théâtre. Moi, ce qui m'inquiète, c'est les acteurs qui ne connaissent pas le metteur en scène et qui ne connaissent pas le scénario. Parce que c'est très facile d'être acteur, pas besoin d'être comparse, et à la fin, on finit par devenir complice. Vous avez remarqué, dans notre société, même la complicité, on finit par devenir quelque chose de positif. Ils ont un air complice. Hein? Vous imaginez ça?
nazi, collabo, vous avez quelqu'un, vous en êtes un complice. J'imagine que c'est possible. Alors que maintenant, vous en êtes un complice, c'est sympathique. Vous voyez, la société a tendance à neutraliser certains mots et à les corrompre tellement. Par exemple, vous entendez des étudiants, ce prof est un facho. Alors ils ont l'impression d'insulter, c'est complètement ridicule. Et il faudrait que ça serait très dur d'être facho à l'heure actuelle. Et pourquoi? C'est-à-dire qu'en fait, ils nivellent. En fait, c'est un mauvais prof. Alors, ils ne veulent pas dire ça devant les profs, ils disent que c'est un facho. Donc finalement, les fachos, c'était des mauvais profs. C'est moi. Ça m'a rappelé le dialogue d'une maman avec sa petite. Elle m'a expliqué, parce que je vois des enfants qui sont surdoués. Alors, cette maman, elle ne voulait pas dire à sa petite des mots osés, des grossiers. Alors, la petite, elle entend une fois la télé, elle entend le mot pute à la télé. Donc, elle demande tout de suite à sa mère, qu'est-ce que ça veut dire pute? Alors, sa mère, évidemment, parce qu'elle ne voulait pas écouter ce mot, lui explique que c'est une mauvaise femme. Bon. 15 jours après, elle a son père, cette fois, toujours devant la télé, et à un moment, le journaliste parle de quelqu'un, il décrit une pièce de théâtre et dit elle a le rôle d'une mauvaise femme. Et la fille dit à son père c'est une pute. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les enfants, ils comprennent ce que vous leur apprenez. C'est-à-dire que si vous nivelez tout le vocabulaire et si collaborateur au moment de l'époque nazie et de Vichy, ça devient maintenant un collaborateur scientifique, c'est notre problème. Alors là, il ne faut pas vous étonner si ensuite les gamins ne comprennent pas le mot collabo. Le collabo, c'est quoi? C'est un acronyme de collaborateur scientifique. Et si on traite n'importe qui dans la rue, vous voyez, c'est dans le fameux de 68, CRS, SS, étudiant, on retient plus l'objet et on ne sait plus ce qu'il représente. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là?